Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Première audition au Parlement de Jean-Paul Delevoye. Il a répondu aux sénateurs sur la réforme des retraites. Alors qu'il a dévoilé ses premiers arbitrages, les parlementaires l'ont interrogé sur les inquiétudes liées à la mise en place d'un système par points. On en parle dans un instant. Ascoval, nouveau symbole de la désindustrialisation en France. La scierie de Valenciennes qui emploie 281 salariés menace de fermer malgré l'intervention du gouvernement. La fin annoncée de ce site illustre la difficulté du pays à conserver son secteur manufacturier. Le débat à suivre. L'allocation adulte handicapé en discussion au Sénat. Une proposition de loi communiste pour revaloriser cette aide vient d'être rejetée en séance. Les élus communistes ont choisi de dévoiler le nom des sénateurs qui s'opposent à cette mesure. C'est la pratique du name and shame. Les explications dans cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle dans notre multiplex. Il ne s'était pas exprimé depuis 2 semaines et l'annonce des premiers arbitrages sur la réforme des retraites. Pour sa première audition au Parlement, Jean-Paul Delevoye est venu au Sénat ce matin pour répondre aux inquiétudes des parlementaires, notamment sur les difficultés soulevées par un système à points, âge de départ, niveau des pensions ou encore équilibre financier de la future réforme. Samia Dechir. Les pistes de la réforme des retraites sont déjà connues. Jean-Paul Delevoye les a dévoilées aux partenaires sociaux il y a 2 semaines. Auditionné ce matin par la Commission des affaires sociales du Sénat, il n'a rien dévoilé de nouveau. Je comprends bien que l'habitude qui consiste à dire « vous avez décidé quoi ?» Eh bien, j'ai simplement décidé d'engager le dialogue avec un objectif très clair, de mettre en place un système universel. Les discussions vont se poursuivre pendant 6 mois, mais certains points sont déjà actés. Le futur système de retraite sera le même pour tous les Français. Dans ce système par points, 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous. Et l'âge minimum restera fixé à 62 ans. Cela donc implique une disparition des 42, je crois, systèmes de retraite pour converger vers un système unique. Alors effectivement, c'est quelque chose que tout le monde appelle de ses voeux depuis bien longtemps, mais que personne n'osait faire. Et c'est un vrai défi, un vrai challenge. Voilà pour les grandes lignes, mais après l'audition, les sénateurs restent dans l'expectative. Dans ce futur système de retraite par points, aucun travailleur ne peut pour l'instant savoir si le montant de sa pension risque de diminuer. On ne pourra pas juger tant qu'on ne saura pas comment sera calculée la valeur du point, par qui elle sera calculée, à quel moment elle sera éventuellement revisitée. Le calcul dépendra en effet de la forme de gouvernance qui sera retenue pour le futur système des retraites. Autre incertitude, comment seront financées les périodes d'interruption d'activité comme le chômage? La plupart des questions ne sont en réalité pas encore tranchées. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec vous. Tam Tranui, vous êtes avec le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, le sénateur LR Alain Milon. Et oui, Alain Milon, vous avez donc auditionné ce matin le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. C'est la première fois que le Parlement entendait le haut-commissaire sur ce sujet. Est-ce que pour vous, le gouvernement est sur la bonne voie aujourd'hui? D'abord, on a auditionné le haut-commissaire et pas le gouvernement. Pour l'instant, M. Delevoye est chargé par le président de la République d'essayer de mettre en place un nouveau programme d'élaboration des futures retraites pour ceux qui, dans quelques années, prendront leur retraite, sachant que M. Delevoye nous a dit que ce projet de loi, s'il était un jour voté, ne serait mis en application que pour ceux qui prendraient leur retraite en étant nés en 1965 et après 65. Donc vous voulez dire que ça reste lointain, c'est cela? Ça risque de rester lointain pour ceux qui sont directement concernés et je crois quand même qu'ils ont intérêt, ceux qui se disent oh, ça fait loin, il n'y a pas besoin de regarder, je crois qu'ils ont intérêt quand même à regarder de près ce qui va se passer pour eux dans l'avenir. Et pourquoi? Est-ce que
Pour l'instant, eh bien, le message se veut rassurant. Jean-Paul Delevoye ce matin a parlé de solidarité, d'universalité. Vous craignez que la mise en œuvre ne suive pas ces principes? Pas forcément. Le discours de M. Delevoye ce matin était en effet rassurant, mais c'est le discours de tout le monde quand on veut faire passer quelque chose. Il nous a dit aussi qu'il allait commencer les consultations avec les syndicats et avec les différents organismes chargés de retraite. Il nous a dit aussi que ce qui avait été lancé par le président de la République pour 1 euro cotisé serait la même chose pour tout le monde. Ce sont des choses qu'on peut entendre, ce sont des choses qu'on peut voir. Après, qu'est-ce que vous craignez en fait derrière ces intentions? Justement, la mise en application de tout ça, que vont devenir les retraites complémentaires, que vont devenir les différents régimes, il n'y aura plus qu'un seul régime, comment seront payées les retraites? Suffira-t-il d'une réforme purement du système ou faudra-t-il aussi une réforme paramétrique? On entend déjà le MEDEF dire qu'il faut un âge de 62 ans à peu près. Nous pensons que cet âge-là sera insuffisant pour assurer la pérennité. On voit que parfois derrière de belles intentions, en tout cas qui sont prononcées par le gouvernement, il peut y avoir une autre réalité. Ça a été le cas par exemple avec le zéro reste à charge et pour le coup les retraités eh bien, sont les premiers à en pâtir et les mutuelles ont donc augmenté leur tarif de 7%. Tout à fait, bon, je l'avais dénoncé à l'époque, mais on le voit pour le reste à charge zéro. C'est une idée intéressante, c'est une mise en application compliquée et nous savions tous, y compris d'ailleurs probablement les membres du gouvernement, que ça entraînerait une augmentation des cotisations mutuelles et organismes complémentaires. Augmentation qui se fait sur ceux qui ont les moyens de se payer une mutuelle ou un organisme complémentaire, c'est-à-dire donc les retraités, comme vous l'avez dit, et les classes moyennes, qui sont par ailleurs maltraités sur d'autres sujets. Très rapidement, Alain Milon, juste votre réaction sur les derniers rebondissements de l'affaire Lactalis avec les révélations du Canard enchaîné ce matin qui accuse Lactalis d'avoir écoulé 8000 tonnes de poudre de lait contaminée dans des flancs ou des glaces. Je vois que ça vous fait déjà sourire. Oui, non, je ne connais pas l'article du Canard enchaîné, mais et j'aimerais en savoir plus avant de pouvoir réagir. La seule chose que je peux rappeler, c'est que dans la chaîne de production du lait, il n'y avait pas de contamination. C'est en dehors de la chaîne de production qu'il y a eu contamination, que sur les milliers de pots de lait qui ont été redistribués après la connaissance du problème, quelques-uns étaient contaminés, mais pas tous, et que si Lactalis a vendu ça à d'autres producteurs de flancs ou autres, je ne sais pas comment est faite la cuisine ensuite. Si jamais le lait a été cuit, le germe a disparu. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Alain Milon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, et on vous retrouve tout au long de cette édition. La revalorisation de l'allocation adulte handicapé rejetée en séance. Les sénateurs communistes souhaitaient supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'AAH. Ils y voient en effet une relation de dépendance financière vis-à-vis du conjoint. Explication, Géraldine Bavoileau. Aller vers plus d'autonomie financière pour les personnes handicapées, c'est ce que souhaite le groupe communiste, en proposant que l'allocation aux adultes handicapés ne tienne pas compte des revenus du conjoint. Cette allocation permet d'assurer un minimum de ressources. Elle est attribuée selon des critères comme le niveau d'incapacité de la personne, l'âge, la résidence et les ressources financières. Nous considérons que c'est une allocation d'autonomie financière, qu'elle est attachée à la personne par rapport à un handicap. Malheureusement d'ailleurs, en général, cet handicap reste à vie. Donc c'est important que cette allocation soit rattachée à la personne. Important pour des raisons financières, mais aussi important pour des raisons de dignité et de droits humains. Une allocation qui n'est plus perçue par la personne handicapée lorsque son conjoint gagne plus de 2 200 € par mois. Pour ses opposants à la proposition de loi, la mesure est difficile à chiffrer et il est nécessaire d'avoir une réflexion plus globale. Il faut refondre complètement les minima sociaux dans le cadre du fameux revenu universel d'activité. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est prématuré de ne parler que de l'allocation adulte handicapé sans voir les choses dans la globalité. Le texte a été rejeté en séance publique cet après-midi. La présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, souhaite rendre public les noms des personnes qui ont voté contre cette proposition. Et justement, on va prendre la direction de l'hémicycle. Alexandre Poussard, bonjour. Géraldine Bavoileau l'expliquait à l'instant, les communistes ont en effet décidé de diffuser les noms des opposants. C'est une nouvelle pratique, le name and shame.
Et oui Delphine, les sénateurs utilisent cette pratique très à la mode qui nous vient du monde anglo-saxon, le name and shame, en français nommer et couvrir de honte. Donc elle consiste à couvrir de honte certains responsables pour leurs mauvais agissements. Et le groupe communiste veut appliquer cette méthode au Sénat. On écoute Laurence Cohen, la sénatrice communiste. Je vous appelle, mes chers collègues, à voter contrairement à votre attitude en commission des affaires sociales en faveur de notre proposition de loi. Nous sommes attendus. Nous sommes regardés par toutes les associations de personnes en situation de handicap et je crois que chacune et chacun doit prendre ses responsabilités ici dans l'hémicycle et après finalement s'en expliquer dans son territoire. Et alors pour mettre cette stratégie en œuvre du name and shame, le groupe communiste a utilisé la procédure du scrutin public qui permet aux sénateurs de rendre public le vote de tous les sénateurs sur une loi, un article ou même un amendement. Alors le scrutin public il est souvent utilisé au Sénat, mais rarement pour dénoncer le vote des autres groupes politiques. En tout cas, c'est une arme très utilisée par le gouvernement actuel. Marlène Schiappa l'a utilisée pour dénoncer les inégalités hommes-femmes dans les entreprises. Et puis Gérald Darmanin l'a utilisé récemment en publiant la liste des maires qui ont augmenté leur taxe d'habitation cette année. Cette liste a été à l'origine du fameux hashtag Balance ton maire qui a provoqué la colère des élus locaux. Mais les sénateurs communistes veulent sans doute s'inspirer de leur collègue député de la France Insoumise, François Ruffin, qui lui aussi a publié la liste des noms de tous les députés de La République En Marche qui avaient refusé d'examiner une proposition de loi sur le handicap. Alors nul doute que cette technique du name and shame est très efficace, mais elle pourrait créer une vague de défiance sur les réseaux sociaux vis-à-vis des élus. Merci à vous Alexandre pour ces précisions. Et on continue les réactions après le rejet de cette proposition de loi communiste. Avec vous, Tan Tran Nui, vous êtes avec le sénateur Les Indépendants de la Corrèze, Daniel Chassaing. Oui, Daniel Chassaing, vous vous êtes abstenu tout à l'heure sur cette proposition de loi communiste. Le diagnostic est le bon pour vous, mais la solution n'est pas là. Le diagnostic est le bon, c'est-à-dire, non pas forcément, mais je pense qu'on peut faire évoluer, si vous voulez, cette AAH. Alors, il est évident. L'allocation adulte handicapé. L'allocation aux adultes handicapés. Il est évident qu'actuellement, qu'est-ce qui était demandé dans la PPL? C'est qu'il y ait une désindexation de cette aide sociale de l'État des revenus du foyer. Bon, donc c'est pas possible. Mais il est certain que... il y avait une question qui était bien posée tout de même. Oui, elle était bien posée, mais ça, c'est pas possible, parce que c'est une aide sociale, donc il faut quand même tenir compte, si vous voulez, des revenus du foyer. Par contre, et moi, mon abstention, c'est surtout pour faire une évolution, c'est-à-dire qu'actuellement, si le conjoint de la personne handicapée perçoit plus de 100 126 euros, eh bien l'AAH va diminuer et elle va être supprimée jusqu'à 2200 euros. Donc voilà, moi... Alors c'est une somme modeste, c'est ce que vous dites. C'est une somme modeste, mais si vous voulez, je pense peut-être qu'on pourrait faire évoluer en augmentant un petit peu le plancher et le plafond. Mais je suis tout à fait pour qu'on prenne en compte les revenus du foyer. Parce qu'il ne faut pas confondre l'allocation aux adultes handicapés et la PCH, prestation de compensation du handicap. Et qui est pour compenser l'autonomie, et ça n'a rien à voir là effectivement avec les revenus, mais c'est autre chose, c'est pour compenser l'autonomie. Je ne sais pas, quelqu'un qui a une prothèse, qui a besoin de certaines choses pour pouvoir marcher, pour pouvoir circuler, pour pouvoir adapter son appartement, ça c'est la PCH. Alors on l'a vu, le handicap c'est un sujet qui a suscité bien des réactions dernièrement, notamment par exemple à l'Assemblée nationale, où François Ruffin a publié la liste des personnes refusant de débattre de sa proposition de loi sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Est-ce que vous trouvez que sur ce sujet des handicapés, c'est justifié, ou est-ce qu'il y a aussi un effet d'aubaine de certains groupes d'utiliser ce type de thématique? Oui, je crois qu'il faut parler vrai, il ne faut pas utiliser cette thématique pour essayer de proposer des choses qui ne peuvent pas être. Est-ce que là ça a été le cas, vous diriez, dans l'hémicycle? Non. C'est différent tout de même? Non, je pense que, bien sûr, le groupe CRCE a soutenu cette proposition de loi, mais pour moi, c'est quelque chose qui peut être utile pour faire avancer un petit peu et modifier un petit peu cette proposition de loi, je répète, pour
toujours prendre en compte les revenus du foyer, mais peut-être augmenter le plancher, le plafond, et peut-être, pourquoi pas, garder une petite somme pour la personne handicapée. Je pense que ça peut évoluer. Je rappelle que cette loi, c'est une loi de Jacques Chirac, de 75. Et quand le groupe CRCE reproche à certains autres groupes, eh bien, tout à l'heure, on a entendu la rapporteure qui a parlé de l'hypocrisie de certains, qu'il n'y avait pas eu d'amendement. Est-ce que vous jugez qu'il y a eu un insuffisant travail des différents groupes sur ce texte ou pas? S'il y avait eu un amendement, tous les amendements qui auraient pu être faits auraient été pour que, effectivement, on prenne en compte, avec des nuances, mais les revenus du foyer. Bien, merci beaucoup, Daniel Chassaing, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Après la guerre froide, les relations entre l'État et les collectivités semblent entrer dans une période de détente. À 2 semaines du Congrès des départements de France, la ministre Jacqueline Gourault a multiplié les annonces, de quoi apaiser les tensions. Héloïse Grégoire. Le dialogue semble enfin s'apaiser entre les collectivités territoriales et le gouvernement. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, l'a assuré ce matin, il y aura bien un geste financier à l'encontre des départements. Nous allons faire un geste envers les départements. Lequel ? Nous avons déjà un accord sur les MNA. Nous pensons qu'il y aura un accord. Il y a un accord qui va se faire, à mon avis, aussi sur les AIS, les allocations individuelles de solidarité. Concernant l'accueil des MNA, soit les mineurs non accompagnés, l'État propose au département une aide de 500 € par jeune, plus 90 € par jour pour un hébergement de 14 jours. Du côté des allocations individuelles de solidarité, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de proposer des solutions urgentes au département. Seulement, au-delà de tous ces gestes, Dominique Bussereau attend des mesures concrètes. Nous attendons des prises en charge financières nouvelles de l'État et puis nous avions décidé à l'ADF entre nous de mettre en place une solidarité territoriale, les départements les plus à l'aise pour aider ceux qui le sont moins. Nous attendons qu'il y ait des moyens techniques dans la loi de finances nous permettant de le faire. Après les mots d'amour, j'aurais reçu les preuves d'amour. En attendant les preuves d'amour, aucun ministre n'est pour l'instant convié au congrès de l'ADF qui aura lieu le 7 novembre prochain. On en vient maintenant à notre premier débat consacré à cette question de la perte des emplois industriels en France. L'aciérie Ascoval, près de Valenciennes, qui menace de fermer, faute d'accord entre Vallourec et les repreneurs, en est un nouvel exemple, malgré la mobilisation des parlementaires sur place. On va d'ailleurs retrouver Tam Tranui avec le sénateur centriste du Nord, Olivier Henno. Oui, Olivier Henno, comment jugez-vous l'attitude de Vallourec, qui a donc rejeté le projet de reprise de l'aciérie Ascoval par Altifort, le seul repreneur qu'il y avait pour l'instant? Alors les élus du département ne posent pas le sac, puisque l'enjeu c'est 35 millions d'euros. Il s'agit maintenant d'être mobilisé, de se battre. Comme dit Valérie Létard, de tordre le bras de Vallourec, puisque cette question et du gouvernement, puisqu'il y a eu des promesses de fait du gouvernement, même du président. À l'époque, Emmanuel Macron était ministre et il avait promis, ministre de l'économie, il avait pris des engagements, il doit tenir ses engagements, puisque pour le territoire c'est extrêmement important. Il s'agit d'Ascoval. Plus de 280 emplois, une filière sidérurgique, métallurgique, industrielle, des emplois industriels, un vrai savoir-faire. Il y a eu il y a 10 ans... Les emplois et les sous-traitants en plus. Les emplois et les sous-traitants, mais il ne faut pas avoir une vision d'un outil industriel vieillissant, obsolète, pas du tout. Il y a eu, il y a 10 ans, 500 millions d'euros d'investissement. Et donc, il s'agit absolument, et donc 200 millions de l'État. Donc, il s'agit absolument de préserver cette filière, cet outil. Et donc, c'est possible parce qu'avec Altifort, il y a un entrepreneur belge innovant qui est tout à fait preneur. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour l'État et pour Vallourec, c'est ces 35 millions d'euros. Alors, quel est exactement le problème? Qu'est-ce qui empêche cette reprise par Altifort aujourd'hui? Alors, c'est justement cette question d'une participation de l'État de 35 millions d'euros pour accompagner le projet de reprise, puisqu'il y aurait un certain nombre d'investissements à faire, et puis aussi d'avoir une assurance que Vallourec assurerait pendant quelques mois, 18 mois, 24 mois, un certain nombre de commandes qui permettraient à l'outil d'évoluer et d'avoir un certain nombre de commandes qui valorisent cet outil et lui assurent sa pérennité. Tout à l'heure, Benjamin Griveaux a dit qu'il répétait ce qu'avait dit Bruno Le Maire auparavant, c'est 1 euro public pour 1 euro privé. Ce n'est pas suffisant pour vous? Alors ça, c'est une formule.
mais il ne faut pas que cette formule soit creuse. Il faut absolument préserver cet outil. C'est-à-dire que si derrière cette formule, il ne se passe rien et qu'il y a liquidation judiciaire, eh bien, ce sera un vrai drame à la fois pour les 280 personnes, à la fois pour la filière. C'est une filière sidérurgique et dans le Valenciennois, c'est une histoire, c'est un savoir-faire. C'est aussi des emplois industriels. Si on abandonne cette filière, Jean-Louis Borloo disait toujours ça, une fois qu'une filière industrielle s'éteint, on ne sait plus la réanimer. Et donc c'est aussi cette question d'un savoir-faire territorial identifié et d'une créativité, d'une main-d'œuvre de qualité également. Vous vous mobilisez aujourd'hui, vous les élus du Nord. Qu'allez-vous faire? On sait que notamment Emmanuel Macron doit venir le 7 novembre. Alors, on attend qu'il donne des directions à Vallourec, puisque Vallourec, c'est 30% de capital, de participation de l'État. Donc l'État est en capacité d'intervenir sur Vallourec. Pour reprendre l'expression, encore une fois, je le dis de Valérie Létard ce matin, de tordre le bras à Vallourec et de faire en sorte que l'État intervienne pour assurer la pérennité de cet outil et ses 280 emplois industriels. Bien, merci beaucoup Olivier Henno pour votre réaction. Merci. Merci à vous, Tam. Et justement, vous venez d'en parler, le tribunal de Strasbourg a accordé un sursis de 2 semaines à la série Ascoval. Elle est placée en redressement judiciaire. Elle attend de trouver un accord avec Vallourec, son actionnaire, pour valider l'offre de reprise du franco-belge Altifort. En attendant, l'usine reste bloquée. Stéphane Amalian. Il faudra attendre le 7 novembre pour une décision de justice sur le dossier de l'acierie Ascoval. L'actionnaire principal de l'usine, Vallourec, a annoncé lundi ne pas subventionner une offre de reprise portée par le franco-belge Altifort. Problème, l'État est actionnaire de Vallourec par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement et a donc indirectement approuvé cette décision. On ne peut pas envisager et ignorer que le gouvernement a les moyens de tordre le bras à Vallourec. Ce qu'on attend du ministre et du président de la République, c'est de dire à la Banque publique d'investissement, de dire à Vallourec, nous considérons que la filière acier et cette usine sont essentielles à l'industrie de notre pays. Nous voulons accompagner ce projet parce qu'il a tout son sens, en plus dans une région où on est entouré d'industrie automobile et ferroviaire. Depuis lundi, l'usine est bloquée par les salariés qui attendent une réunion avec Vallourec. Près de 300 emplois sont menacés. Alors que les collectivités mettent la pression sur Vallourec et sur le gouvernement, ce matin, Bruno Le Maire a annoncé vouloir mettre les moyens pour aider à la reprise de l'usine. Je suis prêt à ce que l'État mette 1 euro d'investissement sur Ascoval dès lors qu'1 euro d'investissement privé aura été trouvé pour un projet qui soit durable. Oui, c'est nouveau. Et je vous dis, Elisabeth Partichou, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Je ne lâche rien. Un engagement qui a pu influencer la décision du tribunal qui accorde donc 2 semaines supplémentaires pour trouver une issue. 2 nouveaux candidats se sont manifestés pour la reprise de l'usine Ascoval qui pourrait devenir le Florange du quinquennat Macron. Alors pourquoi la France a-t-elle du mal à conserver son secteur manufacturier? Après une courte embellie, l'industrie nationale se remet à perdre des emplois. C'est selon les experts souvent un problème de compétitivité. On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Longeot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Doubs. Marcel Bourquin est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur socialiste du Doubs. Alain Chatillon est également avec nous, sénateur Les Républicains de la Haute-Garonne. Et puis Dany Wattebled, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. C'est donc dans cette région que se situe Ascoval. On l'a vu, c'est donc le nouveau symbole de la difficulté de la France à maintenir ses emplois industriels. Ce nouveau délai, est-ce qu'il sera suffisant? 2 semaines, dit le tribunal de commerce de Strasbourg. On entend aujourd'hui 2 repreneurs dans l'entreprise Cochet du secteur valenciennois. Je pense qu'un jour, ça peut permettre aux uns et aux autres de se mettre en place et surtout au gouvernement de prendre des décisions qui permettraient de garder cette industrie quand même qui est de pointe. On n'est plus dans la sidérurgie lourde où à l'époque on a eu le prime usineur. On est quand même dans une industrie assez fine et je pense que même s'il y a une légère perte de charge de travail, on peut maintenir cette très belle usine dans la région. Alain Chatillon, vous avez travaillé notamment avec Marcel Bourquin sur cette question de la désindustrialisation. Qu'est-ce que ça vous inspire, le cas d'Ascoval, alors que, je le disais, on avait connu une certaine embellie, on arrivait un petit peu davantage à maintenir les emplois industriels en France? Côté les emplois industriels, il faut d'abord les maintenir pour en créer d'autres. Pour ça, il faut créer de la valeur ajoutée. Or, on est dans une période où à la fois l'automatisation, mais aussi
concentration des acheteurs dans tous les domaines fait que l'industrie a connu des problèmes. Et pour cela, il faut des solutions. Et il ne faut pas se retrouver dans la problématique que l'on connaît depuis maintenant 1980, où on a perdu 60% des emplois. On est passé de 5 500 000 emplois à 2 600 000 aujourd'hui. Et qu'on ne prenne pas les initiatives. Je rappelle simplement que sur le commerce extérieur, c'est peu. Mais enfin, on est à moins 62 milliards quand l'Allemagne est à plus 170 milliards. Donc il faut vraiment aujourd'hui recoller aux problématiques essentielles. Marcel Bourquin, votre regard sur cette situation? J'ai l'impression que l'État est un peu spectateur dans cette affaire. D'abord, il faut remarquer quand même qu'il n'y a pas de ministre de l'Industrie. C'est quand même assez grave. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas que l'industrie, c'est ce que nous avons dit avec mon collègue, est une priorité en France. Alors qu'en Allemagne, même en Italie, dans d'autres pays, l'industrie est une priorité, en France, non. Il n'y a pas de politique industrielle en France, est-ce que Cette politique industrielle, en tout cas, on ne la voit pas. Quand on a vu ce qui s'est passé sur Alstom, où on a mis sous drapeau allemand un joyau industriel français, on est un peu surpris. Tout se fait comme cela. Et là, sur Ascoval, mon collègue avait raison de dire que là, on n'est pas dans l'industrie lourde, on est dans l'industrie fine, on est dans des joyaux industriels. Si ces savoir-faire s'en vont, ils ne reviendront pas comme ça. Et donc, il y a besoin d'avoir un gouvernement qui ne gère pas tout à la place des entreprises, mais qui est aux côtés des entreprises et qui... Je vais vous donner un exemple. Regardez là. Gilet pare-balles de l'armée et de la police. Le ministère de l'Intérieur fait, il y a 2 mois, un appel d'offres. C'est allé une entreprise irlandaise, alors qu'une entreprise, une ETI française, a toujours fait ce travail et elle le fait dans des conditions remarquables. Sur ce point, justement, sur ces produits made in France qu'on n'arrive pas à valoriser. Alors, moi je pense que Alain Jadillon a raison sur le fait de dire il faut déjà garder ce que l'on a et vraiment le maintenir. Mais je crois qu'il faut aussi que l'on anticipe. Vous savez, moi je vais vous donner un exemple sur lequel je me bats depuis un moment et j'ai l'impression d'expliquer les choses à un mur ou à je ne sais qui. C'est le fait du véhicule électrique. Et tout le monde sait que lorsqu'on fabriquera des véhicules électriques, il faudra beaucoup moins de personnel pour fabriquer des moteurs électriques que pour fabriquer des moteurs actuels. Et je lance cet appel depuis longtemps pour dire, mais est-ce qu'on va, à un moment donné, accompagner des porteurs de projets qui demain vont recycler les batteries? D'abord 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on va maintenir des emplois, on va créer des emplois, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va aussi participer à la protection de notre environnement. Je crois qu'on n'arrive pas, dans ce pays, à anticiper. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est grave et qui est important. Et je crois aussi, quand même, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et puis dire « Non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas ». Vous savez, l'apprentissage est quelque chose que l'on a totalement abandonné. Ouais. Martial Bourquin parlait tout à l'heure d'Alstom. Mais dans ma commune, il y avait une école d'apprentissage sur Alstom. Aujourd'hui, cette école d'apprentissage n'existe plus, donc on ne forme plus. Il y a quand même eu, vous parlez d'un problème d'anticipation, une alerte des élus locaux. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il était notre invité, c'était la semaine dernière de Territoire d'Info. Il avait déjà tiré la sonnette d'alarme. On l'écoute. Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, qui nous dit à tous, bon, cette usine de Vallourec, on va la revendre à Ascométal, c'est une bonne affaire, vous pouvez y aller tous les yeux fermés, ça vaut la peine. Ouais. C'est ça à l'origine. Ouais. Je le dis sans chercher querelle, juste pour bien préciser, je ne dis pas d'ânerie, c'est bien ce qui s'est passé à l'époque. Bon, il s'avère qu'Ascométal, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et l'an dernier, vous avez une possibilité de rachat d'Ascométal par 2 groupes. Soit un groupe anglo-indien, Liberty, soit un groupe suisse-allemand, le groupe Schmolz. Et nous, on dit à l'époque, attention, si c'est Schmolz ne reprendra pas Ascoval et on va à la cata parce que Ascoval va disparaître. Le gouvernement n'a pas laissé faire, le gouvernement a souhaité que ce soit Schmolz, avec donc la fermeture. Et donc la responsabilité sur le gouvernement aujourd'hui pour vous? Clairement. Il y a une responsabilité, c'est ce que nous dit du gouvernement. On va prendre l'exemple, mon collègue disait, le rachat par Siemens d'Alstom. À un moment donné, on a mis
quand même, le président de la République d'aujourd'hui était quand même ministre de l'économie à l'époque, il laisse partir un fleuron sous couvert allemand en nous vendant presque un Airbus du train, et on se retrouve 51-49, vous n'allez pas me dire que l'actionnaire 51, c'est pas le majoritaire. Et quand on sait qu'Alstom aujourd'hui a un carnet de commandes bien rempli de commandes publiques, on aurait peut-être pu quand même dans ce mariage-là dire, voilà, on travaille sur un problème de parité, on fait un groupe européen pour, bien sûr, être concurrentiel par rapport au groupe américain ou chinois ou indien, ça a du sens. Reprenons ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'échelle de la France, les groupes sont, je veux dire, moyens, petits moyens, mais en regroupant au moins au niveau de l'Europe, comme ça aurait pu être fait dans ce cas-là, on avait un groupe qui tenait la route, on évitait Bombardier, mais il fallait travailler comme sur un point de parité et l'État mettre son engagement dans la balance. Là, on a essayé de faire Siemens et vous allez voir, et c'est ce que dit Xavier Bertrand de très bonne façon, dans quelques années, quand on fermera des sites en France, tiens, on va fermer Belfort, on fermera... Pas tout de suite. Parce qu'il y a d'autres sites. Parce que General Electric, j'insiste là-dessus, a promis 1000 emplois. Ils ne sont jamais arrivés. Il y a d'autres exemples, Nestlé à Beauvais dans l'Oise, il y a aussi le site de Ford à Blanquefort. Alain Châtillon, le rôle de l'État, la responsabilité, que peut faire l'État justement face à cette situation? Mais d'abord, c'est accompagner ce qui existe. Ce qui existe, c'est quoi? Nous avons des pôles de compétitivité. Ces pôles de compétitivité n'ont pas de moyens financiers aujourd'hui pour assurer leurs compétences. Face à des Landers qui appuient fortement leurs entreprises en Allemagne, face en Italie au district, à l'italienne, et je crois que là, on a un élément fort. Le deuxième point, plutôt que d'aller chercher de l'argent, on ne sait où, et sur le contribuable, est-ce qu'il n'y a pas une solution? C'est ce que j'ai proposé, que je ne trouve pas dans la loi Pacte, alors que le ministre m'avait assuré qu'il allait l'y mettre. C'est un PEA destiné aux PME. Ce plan d'épargne logement, si on prend 1% sur l'assurance vie, ça laisse 17 milliards. 17 milliards qui accompagneraient les entreprises PME à devenir des ETI. Il faut savoir que l'Allemagne a 4 fois plus d'entreprises intermédiaires que nous. Il faut également savoir que la fiscalité est totalement différente entre l'Allemagne et la France. Les entreprises allemandes, ce sont des fondations. Et ces fondations permettent de passer, de transiter à ses successeurs, quels qu'ils soient, famille ou pas famille, mais aussi aux salariés, de devenir actionnaires de leur entreprise. Et je crois que ça, on ne sait pas le faire, et le PEA pourrait être un élément déterminant. Marcel Bourquin, ensuite Jean-François Lejeune. L'article de ce matin du Monde de M. Artus dit clairement que... C'est l'économiste Patrick Artus, effectivement, qui publie ces chiffres sur la désindustrialisation. Et qui dit qu'on s'approche des années 2000 avec peut-être une crise industrielle encore très forte. Il y a des moyens. On a fait des propositions, 45 propositions. 45. Dans ces propositions, il y a le PEA Industrie, mais il y a aussi la stratégie de suramortissement. Qu'est-ce qui se passe à suramortissement? Vous avez des entreprises, des PME, des TPE, qui ont du mal à investir, parce qu'elles ont des marges souvent insuffisantes. Avec le suramortissement, ils pouvaient retirer de leur fiscalité 40% de ces investissements. On a arrêté ça l'année dernière, au mois d'avril, excusez-moi, en disant que c'était trop cher. Regardez ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a besoin d'un pilote dans l'avion. Et le pilote dans l'avion, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne réglera pas tout en privatisant et en mettant du marché. Oui, je parle du président. Ça a été abordé cette question ce matin au Conseil des ministres. Écoutez ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, lors de la conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres ce matin. L'État, on sera, nous, aux côtés des collectivités locales et on est prêt à prendre notre part financière à l'accompagnement, à condition d'obtenir des financements équivalents de la part des partenaires privés. Le principe, il a été fixé par Bruno Le Maire, il est très simple. S'il y a 1 euro d'argent privé, on mettra 1 euro d'argent public. Mais il n'est pas question que ce ne soit que à la charge de la collectivité, qu'elle soit territoriale ou de l'État. Et donc, à chaque euro d'argent privé, on mettra 1 euro d'argent public. Une nouvelle réunion va être convoquée dans les prochains jours pour faire un point sur le dossier de reprise. Jean-François Longeau, on voit quand même le gouvernement mobilisé sur cette question. Oui, mobilisé effectivement sur cette question. Mais vous savez, Marcel Bourquin parlait de pilote. Mais je crois qu'effectivement, et c'est valable pour tous les gouvernements, si je reprends Alstom Siemens, il y a 10 ans, on a vendu la partie électrique à GE, General Electric. Et on nous a expliqué il y a 10 ans qu'il fallait aller avec GE parce que Siemens, c'était pas le bon plan. Et quelques années après, on nous dit, ce coup-là, il faut mettre Alstom avec Siemens. Alors, je veux bien que Siemens ait progressé ou n'était pas bon il y a 10 ans, je ne sais pas. Mais je veux dire, il faut vraiment
qu'on nous pilote d'une façon qu'on ait une vision, qu'on voit les choses. Parce que moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas compris la vente de la partie électrique à General Electric, parce qu'on disait que General Electric était meilleur et que Siemens n'était pas bon, et puis 10 ans après, ben, ma foi, c'est Siemens qui a... Monsieur, avant je pense qu'on brade un peu notre patrimoine industriel. Oui, allez-y. Justement, je voulais venir dessus. On est dans l'attentisme le plus total. Au lieu d'avoir un État stratège qui mouille la chemise. Je me rappelle, il y a eu des problèmes avec Alstom, que ce soit de droite ou de gauche. Les élus allaient chercher et trouver des solutions. Là, on a l'impression que l'État attend en disant s'il donne, on donnera. Si les collectivités. C'est quoi cet attentisme? Plus grave que ça. C'est à lui à monter au créneau. Plus grave que ça, il prend dans la poche des collectivités qui n'ont plus d'argent. En plus. Puisqu'aujourd'hui, le transfert, quand on prend le département, les régions, une région comme la région Nord, 3,7 milliards de budget. Un Länder, 47 milliards ou 40 milliards allemands. Qu'est-ce qu'on va comparer? C'est à l'État de faire le geste, c'est pas dire voilà, on va racler les fonds de tiroir des collectivités locales pour continuer quelque chose. On va retourner salle des conférences, puisqu'un autre élu du Nord est au micro de Tam-Tra Nuit, c'est le sénateur communiste Éric Bocquet. Plus d'1 million d'emplois indirects seraient impactés par la fermeture de cette aciérie. Oui, effectivement. Éric Bocquet, tout d'abord, votre avis sur la place qu'occupe à Ascoval, cette aciérie dans votre territoire, quelle est son importance? Elle est essentielle. C'est d'abord un outil performant qui marche très bien, qui a des savoir-faire, qui produit des produits de qualité, haute qualité, valeur ajoutée. Et puis dans un territoire comme le Valenciennois, on connaît l'importance de la sidérurgie de manière générale. Donc cette entreprise est viable, c'est pas un canard boiteux. Là, Vallourec tente de transférer les activités en Allemagne, on parle d'investissement en Chine, donc si nous devions après réimporter les produits fabriqués par eux ailleurs, ce serait tout à fait inacceptable. C'est un sujet qui a beaucoup fait débattre en plateau. À l'instant, c'est mots de Benjamin Griveaux qui a dit que l'État était aux côtés des collectivités, mais que pour 1 euro d'argent privé, il y aurait 1 euro d'argent public. Est-ce que c'est suffisant pour vous, cette attitude de l'État? Il faut des actes forts. L'État est interpellé directement. L'État d'abord est actionnaire à 15% dans l'opération. Il faut qu'il monte en capital, il faut qu'il monte à 33%. Monsieur Macron, alors ministre, beaucoup plus, absolument. Monsieur Macron, alors ministre de l'économie en 2016, avait visité le territoire, avait tenu des propos rassurants aux élus locaux en disant que le site serait préservé, qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est annoncé. Donc il y a une responsabilité forte. On a encore un petit délai là jusqu'au 7 novembre pour agir fortement, rassurer peut-être les banques qui sont aussi réticentes. Si l'État s'engage via la BPI par exemple, je pense que les banques seraient moins réticentes. Emmanuel Macron, président de la République, doit tenir les promesses d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. C'est le minimum qu'on attendrait de M. Macron. On voit qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui se mobilisent là-dessus. On a entendu à l'instant, par exemple, Xavier Bertrand aussi qui a absolument, parlé sur ce il y a sujet. consensus. Tout le monde est mobilisé avec la même démarche de sauver cet outil performant dont on a besoin et qui s'inscrit dans une politique industrielle ambitieuse pour la France. Et alors justement, Emmanuel Macron doit se rendre normalement le 7 novembre dans les Hauts-de-France. Comment va-t-il être accueilli? Peut-il venir si le dossier n'avance pas? S'il vient main dans les poches, on va le huer. S'il vient avec un carnet de chèques, il sera applaudi. Bien, merci beaucoup Éric Bocquet pour votre réaction. Merci à vous, Tam, le message est passé. Ça pourrait être le premier fiasco industriel du chef de l'État, Alain Chatillon, cette aciérie Ascoval. Ça a été rappelé, il l'avait visité avant d'annoncer sa candidature à la présidence de la République. Écoutez, moi je crois au travail d'équipe. Et je pense que, comme ça a été dit, la France a besoin d'un responsable de l'industrie, qu'il soit secrétaire d'État ou peu importe. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir quelqu'un qui pilote l'activité industrielle. Deuxième point, c'est de s'appuyer sur les régions. On a fait des régions. Ces régions, elles valent ce qu'elles valent. Mais aujourd'hui, elles ont les éléments pour accompagner les entreprises. Comme je le citais tout à l'heure, on a les pôles de compétitivité. On a des atouts. Utilisons-les. Et ne les laissons pas de côté. La BPI est une histoire remarquable. Je ne peux que souscrire à ce qui a été fait avec la BPI. Et l'accompagnement qu'elle fait des entreprises est remarquable parce qu'elle n'intervient pas qu'en emprunt, elle intervient également en capital. Comprenez-vous? Et je crois que là aussi, c'est un élément fort parce que on manque, ça a été souligné tout à l'heure, on manque de capital au niveau de ces entreprises. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est les accompagner. Il y a Business France qui fait un bon travail au niveau international. Et je pense que si on arrive à mêler tout ça et à accompagner les chefs d'entreprise, ce n'est pas les collectivités qui vont accompagner les entreprises.
mis à part les régions, mais ce n'est pas les communes. Elles n'en ont pas les moyens ni la compétence. En revanche, c'est à l'État de décider ce qu'il veut faire, comment il veut le faire et avec qui il veut le faire. Sur ce problème de compétitivité, comment on remédie justement au manque de compétitivité, Dany Wattebled? Je pense qu'il faut aussi alléger certaines choses. On a fait un CCE, mais avant de faire un CCE, il faut surtout donner les moyens aux entreprises d'alléger. On leur complexifie sans arrêt la vie avec des nouvelles choses. Maintenant, c'est le prélèvement à la source, c'est l'entreprise à mettre en place sans arrêt. Donc, c'est l'entreprise qui est toujours acteur de difficultés. Je crois qu'il faut simplifier beaucoup de choses au travers des problèmes d'entreprise. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est intéressant quand même, parce qu'on ne se sert même pas des erreurs du passé. Puisqu'on va continuer à vendre des choses, on parle de vendre ADP à Aéroport de Paris ou Enedis, qui est notre filière anciennement EDF. Il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé à Toulouse, avec les racheteurs chinois. Regardons ce qui se passe, analysons, et n'allons pas remettre sur le marché Aéroport de Paris. C'est notre indépendance, c'est des choix stratégiques. Donc je pense, comme mes deux collègues rapporteurs, qu'on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. On fait au coup par coup. Là, on est parti sur le fait de dire, voilà, on va essayer de récupérer de l'argent pour avoir un fonds de 10 milliards d'euros pour les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, mais derrière, on laisse que les cadavres en route. Donc, il est temps de stopper, de dire, voilà, il faut analyser ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait, et surtout pas les recommettre. D'autant que la conjoncture est beaucoup moins favorable aux entreprises. La hausse du pétrole brut et différents facteurs montrent que la situation est plus difficile. Mais justement, c'est dans ces situations que l'État doit piloter une vraie politique d'État stratège, être aux côtés des régions, comme c'était dit tout à l'heure, avec un instrument comme la BPI, et surtout, à un moment donné, recapitaliser. Et le vrai problème qu'on a signalé dans cette étude que nous avons fait pendant des mois, c'est que la compétitivité, ça se réglera avec l'industrie du futur. Si on n'investit pas massivement dans l'innovation, dans l'industrie du futur, vous regarderez la robotique par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, nous ne sommes même pas à 50% de ce qu'ils ont comme robots. Et nous devons investir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du suramortissement, pour veiller à faire en sorte qu'une industrie, un pays sans industrie n'est pas une grande nation. Il y a et si on veut rester avec le CICE, justement, pour réduire le coût du travail. Alors, c'était pour ramener des marges à peu près à la moyenne européenne. Maintenant, nous avons besoin d'investir, mais lourdement dans l'industrie, et pas seulement les grands groupes, parce qu'ils le font, mais aussi les PME. Alain Châtillon, sur ce point, sur le CICE, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffisamment porté ses fruits? Non, je pense qu'il n'est pas forcément bien utilisé non plus. Il faut regarder quels sont les gros opérateurs qui reçoivent le CICE. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'occuper des PME, des PMI et des ETI, parce qu'elles inondent le territoire, elles l'irriguent de façon correcte. Mais je vous cite un cas concret qui est un élément positif, le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est un élément déterminant pour les entreprises. Mais moi, ce que je souhaite, et je l'ai demandé au précédent gouvernement, c'est que sur le crédit impôt recherche, on impose à celui qui le reçoit de garder ses actifs pendant un certain nombre d'années, minimum 5 ans. Sans citer de nom, il y a des entreprises importantes qui sont parties à l'étranger après avoir encaissé le crédit impôt recherche. Et ça n'est pas normal. Et là, je défends une nouvelle fois l'État, comme je sais le défendre. Mais je dis, franchement, il faut mieux gérer les fonds publics au niveau du monde de l'entreprise. C'est compliqué, pour reprendre les mots de la sénatrice Valérie Létard, de tordre le bras à une entreprise. C'est possible. Quand PSA était en grave difficulté, le gouvernement, et puis on ne fait pas de politique politicienne. Il a fallu à un moment donné recapitaliser, aller chercher un autre investisseur. On a sauvé PSA. Regardez voir, maintenant ils viennent passer devant Volkswagen. Ce qui s'est fait avec PSA doit se faire sur toutes les entreprises. Oui, et surtout, il faut ajouter, c'est le problème de concurrence qui vient de l'étranger. Je dis aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrible, c'est-à-dire une réglementation accrue pour les entreprises françaises, et qui se voient concurrencées en France par des produits qui rentrent et qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc là aussi, je crois qu'on a, avec l'Europe, bien évidemment, nous avons un rôle majeur à jouer. On ne peut pas continuer à recevoir des blés, je cite les céréales, qui affaiblissent le marché français, qui sont OGM, pendant qu'on interdit en France les blés OGM. Donc là, il va falloir véritablement, et ce combat, il faut le mener très vite. Parce que l'innovation passera aussi par les moyens des entreprises à assurer leur fonctionnement. Jean-François Longeot, est-ce que justement... Oui, je crois qu'effectivement, on ne parle pas aussi assez on parle des très grosses entreprises, mais on ne parle pas suffisamment des PME et des PMI, qui effectivement sont aussi un fleuron et qui sont sur l'ensemble de nos territoires.
Les grosses entreprises sont sur des secteurs bien ciblés. Les PME et les PMI sont dans des secteurs et dans nos territoires qui, effectivement, ne peuvent pas accueillir de grosses entreprises. Mais je crois qu'on a un problème qui est un problème français, c'est notre réglementation. On a une réglementation qui est folle. Quand on demande à un chef d'entreprise de 10 salariés, de 15 salariés, de remplir tout un tas de choses parce qu'on soupçonne de ceci, parce qu'on soupçonne cela, parce qu'on dit au maire, mais attendez, il faut lancer 10 appels d'offres pour faire 3 mètres carrés de trottoir, pour faire un peu de route. Je veux dire, on a vraiment compliqué les choses et tout ça sous je sais pas quoi, de dire on veut laver plus blanc que blanc. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faudra qu'on assouplisse un peu les choses parce que il faut savoir que nos PME, nos PMI, eh bien c'est un vivier d'emploi énorme. Et ce sont des gens qui sont installés sur nos territoires et qui en général ne. Et puis si c'est pour revenir par exemple tout à l'heure sur Alstom. Alstom, c'était quand même pendant un moment quelque chose. Les syndicats nous l'ont dit. La direction, moi, me dit que c'est pas vrai, mais j'ai du mal à les croire. C'est quand même de la commande publique. Oui. Donc de l'argent public. On revient à cette question de la Et pourquoi, avec de l'argent public, on va commander des matériels à l'extérieur, en Inde ou en Chine, et que nos usines, pendant ce temps-là, souffrent. Je pense que ça, c'est pas normal. C'est un peu agaçant de voir que la commande publique va servir sur un groupe qui reprend Alstom. Et je voudrais revenir à ce que dit notre collègue, cette connexion entre les PME, parce que l'Allemagne exporte beaucoup avec des grosses PME. On n'a pas cette vocation en France de les faire grandir. Et notamment avec le rapport avec la recherche. On n'est peut-être pas assez réactif entre les universités et les sociétés qui sont d'une taille moyenne pour faire exploser des dossiers. Moi, je vais revenir vers vous prochainement sur un tout petit sujet qui est quand même surprenant. C'est l'École centrale de Lille qui a trouvé un process pour bloquer les barrières si une voiture se retrouve au milieu. Ils prennent contact avec la CNCF, pas de retour depuis 1 an. C'est un sujet que je vais m'emparer, je vais faire un reportage dans le Nord là-dessus. Et je trouve ça un peu désolant. Aujourd'hui, les Japonais ont le système qui coûte, je vais dire, plus de 150 000 €. Eux, ils arrivent à avoir un process qui reviendrait à 40 000 €. Et vous voyez, décliner ça, si on était en connexion les uns les autres. Et c'est là où il manque quand même, comme tu le disais très bien, un pilote dans l'avion. Avec des mesures aussi en faveur du patriotisme économique du quotidien. Oui. Justement, pour aller dans le même sens que mon collègue, patriotisme économique, c'est ça. Regardez voir. Le reste à charge concernant les lunettes. J'ai rencontré les industries du Haut-Jura. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Telles que se présentent les choses en si peu de temps, ça va être essentiellement des montures chinoises qui vont se faire à la place des montures du Haut-Jura et de plusieurs endroits, notamment dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prend une décision comme ça, le zéro à charge, c'est une belle chose, il faut le faire. Simplement, pas au détriment de l'industrie. Tout est comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi le patriotisme économique? À un moment donné, allez vendre à des Allemands. Allez vendre à des Allemands. Regardez la commande publique allemande, elle profite essentiellement. Les produits français reviennent souvent trop chers aussi par rapport à leur niveau de qualité. Ça, c'est dans l'étude de Patrick Artus que vous avez vous savez comment ça se passe, les appels d'offres. Soit c'est le moins 10 ans, soit c'est le mieux 10 ans. Quand je vous parlais des gilets pare-balles, il s'agit de sécurité. Cette PME, cette ETI qui est là, qui fabrique ces gilets pare-balles, sait les faire. Elle a montré son savoir-faire et il faut une sécurité maximum sur ces questions-là. Eh bien, on a préféré acheter en Irlande et de mettre de côté cette ETI. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas une volonté de faire en sorte que la commande publique soit au service de nos PME, TPE, eh bien, inévitablement, il y aura des industrialisations. Alain Châtillon, pour clore ce débat, pour terminer peut-être sur une note positive, on rappelle malgré tout que le nombre de sites qui se créent reste légèrement supérieur à celui qui disparaissent. On n'est quand même encore pas tout à fait dans une situation catastrophique. Écoutez, ma position a toujours été d'être optimiste. Nous venons de tellement bas qu'on ne peut faire que mieux, mais à une condition, c'est que l'État ne se substitue pas au chef d'entreprise. Chacun son travail. L'État doit accompagner, mais ne doit pas décider, sauf sur les dossiers majeurs et qui dépendent de l'État. Mais en dehors de ça,
accompagnons les PME, accompagnons les ETI pour en faire des ETI plus exactement, accompagnons les TPE, accompagnons les pôles de compétitivité, accompagnons les régions dans le domaine de l'économie et que l'État décentralise. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une fracture possible et il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a 36 000 communes dans ce pays. Je défends tous les maires de ces communes parce que ce sont des gens très travailleurs, très compétents et qui, je vous assure, ne courent pas après leur salaire. Bien. La rémunération est extrêmement faible. C'est un autre sujet, Alain Châtillon. On a déjà parlé de cette question sur notre plateau. Merci. Exactement. Simplement pour dire, moi je crois en notre économie, en nos entreprises, à une condition, c'est que l'État accompagne et ne se substitue pas à ceux qui décident. Merci Alain Châtillon, merci Martial Bourquin, merci. On n'a plus le temps. Oui. Merci Daniel. Oui. C'est une question de volonté. Voilà. C'est noté. Merci à vous, on Martial peut sauver Bourquin. cette entreprise. Merci Jean-François Longeau. Merci. Dans le reste de l'actualité au Sénat, une table ronde sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, alors qu'Emmanuel Macron réunit ce soir une trentaine de dirigeants d'entreprises, dont Total, Engie ou encore EDF. Alors ce matin, les sénateurs ont eu beaucoup de questions, notamment autour de la création d'un fonds de compensation pour les communes qui vont voir les centrales nucléaires fermées sur leur territoire. Écoutez. On a parlé donc des centrales à charbon, EDF exploite celle de Cordemais et celle du Havre. Est-ce qu'il y a une compensation financière de la part de l'État et est-ce que cette compensation financière qui va s'appliquer également à Fessenheim, est-ce qu'elle fera jurisprudence pour la fermeture des autres tranches? On a parlé de 300 millions pour Fessenheim, donc ce qui ferait 150 millions par tranche fermée. Sur la question d'indemnisation, il n'y a pas lieu de comparer directement une centrale charbon et une centrale nucléaire. Ce qui est les principes d'indemnisation qui ont été discutés renvoient à la valeur de l'actif, valeur sur le marché, valeur économique, et la valeur d'une centrale nucléaire est sensiblement supérieure à celle d'un actif charbon. Donc il ne faut pas comparer million pour million ou mégawatt pour mégawatt, on ne peut pas raisonner comme cela. Il est évidemment pas possible et pas acceptable que l'État conserve la ressource taxe carbone alors qu'il n'est pas le seul à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on sait bien, et vous l'avez rappelé, que les collectivités locales ont un rôle essentiel et primordial à jouer, mais qu'elles ne peuvent pas le faire sans avoir une part de cette taxe carbone. En clair, l'État ne peut pas dire on répartit les responsabilités, mais on garde le pognon. J'ai vu que la loi Pacte prévoyait environ 20 milliards de privatisation. Les recettes des augmentations du carburant et des taxes du carburant ne sont pas réinjectées dans une politique énergétique digne de ce nom. Et le vrai problème, tout à l'heure j'ai entendu en disant il faudra que les communes, mais les communes font, les agglos font, ils font des TCSP, ils font du tram, ils font du transport à la demande dans les collectivités rurales. Et elles sont tendues régulièrement et chaque année. Elles ne pourront guère aller plus loin. Nous avons lancé un appel à projet. Nous avons accompagné 26 territoires ruraux sur le développement de nouveaux modes de mobilité, avec un apport d'une subvention pour mettre en place des solutions de covoiturage, des solutions de véhicules électriques, des solutions de vélos électriques aussi, qui permettent d'accompagner les collectivités sur des solutions innovantes qui sont adaptées à la situation de leur territoire. Nous pensons qu'il faut effectivement que les collectivités aient les moyens pour le faire et que ça doit être prévu dans les budgets. Les territoires ont l'impression que les politiques leur tombent dessus, qu'on leur demande beaucoup de responsabilités. Moi, je fais l'appel des maires de toute tendance qui était lancée sur le fait d'un retour d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'itinéraire, quel que soit sur le fait que retourne une partie de la fiscalité carbone sur les territoires qui sont quand même les moteurs importants, doit être entendu. Si tout ça n'est pas entendu, le consensus sera incontestablement brisé. Alors avant de revenir avec mon invité sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie, on vous retrouve Tam Train Nuit toujours depuis la salle des conférences du Sénat avec le président de la commission de l'aménagement du territoire, le sénateur Hervé Maurey. Oui, Hervé Maurey, un mot d'abord sur le contexte. Alors que la date de présentation de cette fameuse PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, a encore été reportée alors que c'est très attendu.
Écoutez, c'est vrai qu'on est assez surpris d'observer que l'on est dans une situation où, sans arrêt, on décale la publication de cette PPE. Elle était annoncée pour les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, et là, il semblerait qu'on ait à nouveau un décalage. Et on a un petit peu de mal à comprendre les raisons de ces reports permanents. Et pourquoi cette PPE est aussi importante, très scrutée par les acteurs de l'énergie comme par les associations de défense de l'environnement? C'est important parce que c'est ce document qui doit donner la trajectoire en matière d'énergie, notamment de mix énergétique. C'est ce document qui doit permettre que l'on tienne les engagements que l'on a pris dans le cadre de la loi de transition énergétique de 2015. Et on sait déjà que certains objectifs qui sont fixés par la loi ne seront pas tenus. Oui. C'est le cas de la part du nucléaire dans l'électricité. Cette trajectoire n'est pas forcément crédible. C'est clair qu'elle n'est pas crédible, notamment parce que le Premier ministre lui-même a reconnu, et on l'avait dit au Sénat à l'époque, que obtenir une diminution de 50% de la part du nucléaire dans l'électricité, c'était pas crédible à horizon 2025. On sait aussi que l'objectif qui était fixé en matière d'énergie renouvelable, 30% à horizon 2020, ne sera pas tenu. Donc il faut fixer de nouveaux objectifs, et cette fois fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient tenables, et expliquer comment on y va et comment on y arrive. Alors un mot sur cette table ronde ce matin, on vous a entendu notamment pousser un coup de gueule sur la question de la taxe carbone. Quel est l'objet de votre colère ? Écoutez, l'objet de notre colère, c'est très simple, c'est que le gouvernement a créé une taxe carbone qui va rapporter beaucoup d'argent, de l'ordre de 15 milliards par an. Cette taxe carbone doit permettre de financer la transition énergétique et écologique. Et pour l'instant, le gouvernement refuse d'en verser une partie aux collectivités locales. Or, on sait très bien que les collectivités locales, elles ont un rôle tout à fait essentiel à mettre en œuvre et à jouer pour permettre cette transition écologique. Donc, comme j'ai dit ce matin, on ne peut pas à la fois dire aux collectivités locales, il faut nous aider, il faut aussi vous prendre votre part à la mise en œuvre de cette transition, mais en revanche, on garde le pognon. C'est pas possible de travailler comme ça. Dès lors qu'on partage les responsabilités, il faut partager les ressources, il faut partager le pognon. L'actualité, c'est aussi la fiscalité qui globalement augmente sur les carburants. Beaucoup de personnes aussi se sont exprimées sur ce sujet. Ce matin, comment vous jugez la politique du gouvernement en la matière et quels sont pour vous les objectifs visés, pour être clair? Écoutez, l'augmentation de la fiscalité, elle s'inscrit justement dans ce qu'on appelle la fiscalité écologique, la fiscalité verte, qui est destinée à faire évoluer les comportements vers des pratiques plus vertueuses. Maintenant, le problème, c'est que les premières victimes de ces augmentations, c'est par définition ceux qui prennent le plus leur voiture, parce qu'ils n'ont pas d'alternative à la voiture, c'est-à-dire les ruraux. Quand vous vivez à la campagne, vous ne pouvez pas, même si les taxes augmentent, même si le prix de l'essence augmente, dire maintenant je vais prendre le métro, je vais prendre le tramway, je vais prendre l'autobus, il n'y en a pas. Donc il faut que le gouvernement, qui aujourd'hui a l'air de vouloir renouer avec les collectivités locales, de vouloir renouer avec les territoires, prenne cette donnée en compte et qu'elle mette en œuvre des dispositifs en faveur des territoires ruraux. Bien, merci beaucoup Hervé Moret d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Et Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Louis Bal, vous avez été auditionné ce matin au Sénat. Qu'attendez-vous de cette prochaine PPE? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. On dit qu'elle est reportée. Certains redoutent justement que la part des énergies renouvelables soit revue justement à l'occasion de cette nouvelle feuille de route. Écoutez, c'est effectivement une crainte que nous avons, mais j'espère que le gouvernement mettra en œuvre, appliquera la loi telle qu'elle a été votée en 2015 et qu'on respectera bien l'objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030. Et ce qu'on attend de cette 40%, dit François de Rugy, jusqu'à 2030. C'est 40% pour la part énergie électrique. Mais donc c'est 32% pour l'ensemble des usages de l'énergie. Donc l'énergie, en fait, on la consomme sous forme d'électricité, mais aussi de chaleur pour se chauffer nos bâtiments, pour alimenter les process industriels. On l'utilise également pour les transports, on l'utilise sous forme de gaz, donc il y a différents vecteurs. Et les objectifs, donc c'est bien 32%. Et ce que nous attendons de la PPE, c'est qu'on établisse une trajectoire sur chacune des filières, mais pas seulement une trajectoire, qu'on identifie bien aussi les moyens publics à mettre en œuvre, des appels d'offres sur tout ce qui est électrique, et des moyens financiers renforcés auprès de l'ADEME, qui est un
un organisme de l'État qui met en œuvre la transition énergétique et notamment qui aide les entreprises et les collectivités à verdir leur réseau de chaleur, à verdir donc Il y a toujours des réticences de la part des collectivités, justement, à promouvoir ces énergies renouvelables. On voit derrière vous des éoliennes, par exemple. Il n'y a pas de réticence de la part des collectivités sur l'ensemble des énergies renouvelables. Alors certes, il peut y avoir des contestations localement, ponctuellement sur l'une ou l'autre de ces formes d'énergie, mais globalement, les collectivités sont extrêmement motivées à développer les énergies renouvelables sur leur territoire. Maintenant, comme ça a été dit dans le débat ce matin et comme vient de le rappeler Hervé Maurey, il faut leur donner les moyens d'accompagner cette transition écologique. Les énergies renouvelables, c'est toujours des projets de territoire. On ne peut pas faire un projet d'énergie renouvelable sans l'assentiment des citoyens. Elles devraient bénéficier d'un gros coup de pouce et être en bonne place quand même dans cette prochaine PPE, les énergies renouvelables. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'un gros coup de pouce. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui extrêmement compétitives. Pour l'électricité solaire ou éolienne, on produit aujourd'hui une électricité qui est au prix du marché. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'un gros coup de pouce. Je vais vous parler du Fonds chaleur de l'ADEME. C'est un instrument qui est extrêmement performant et qui permet d'économiser des importations de combustibles fossiles. Le temps de retour pour l'État, il est de 2 ans et demi après quand il met donc une subvention sur un projet de chaleur renouvelable. Et surtout, derrière cette PPE, ce que nous attendons aussi, c'est l'opportunité d'une politique industrielle. Vous venez d'en débattre pendant de longues minutes. Il y a des enjeux industriels derrière tout cela. On a, avec l'éolien en mer, on a créé donc dès maintenant 3000 emplois, alors qu'il n'y a encore aucune éolienne qui tourne. Lorsque les 6 premiers parcs tourneront, on aura 15 000 emplois. Et derrière tout cela, donc on a l'opportunité, avec l'éolien en mer, y compris l'éolien flottant, l'opportunité donc d'avoir une filière et qui est exportatrice en plus. Jean-Louis Bal, les énergies renouvelables ne trouveront leur place dans cette PPE que si on accepte de réduire aussi la part du nucléaire en France. C'est tout l'enjeu avec des fermetures de centrales. On sait qu'il y a un débat aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour aller jusqu'au bout et fermer un certain nombre de centrales ? Écoutez, la loi a prévu donc de ramener, comme vient de le rappeler le sénateur Maurey, de ramener donc la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité. Ce ne sera pas à l'horizon 2025, ça semble pas réaliste. Maintenant, c'est au gouvernement de fixer la date, de proposer donc une nouvelle date pour ce 50%. Et les énergies renouvelables, elles vont permettre de compenser donc cette diminution du nucléaire avec une énergie qui n'est pas émettrice de CO2. Donc il faut bien voir que les énergies renouvelables vont permettre donc de rééquilibrer le mix énergétique sans augmenter les émissions de carbone. Ouais. Avec cette neutralité carbone, c'est l'objectif en 2050. Ça, c'est un objectif atteignable selon vous ? C'est un objectif qui nous paraît atteignable. Alors en 2050, évidemment, c'est très loin, mais il faudra donc jouer sur toutes les composantes, sur toutes les formes d'énergie renouvelable. On n'a pas parlé du gaz, mais le gaz peut lui aussi devenir de plus en plus renouvelable. Donc on a déjà aujourd'hui des productions de biogaz qu'on injecte dans le réseau de gaz. On va encore intensifier et c'est l'occasion aussi de développer une politique industrielle. C'est l'occasion d'apporter des revenus complémentaires aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils en ont bien besoin. Donc, si vous voulez, les énergies renouvelables, c'est le confluent de plusieurs politiques. Donc c'est une politique énergétique, une politique environnementale, une politique industrielle, une politique d'aménagement du territoire et un soutien donc à la politique agricole. Alors on sait qu'Emmanuel Macron va recevoir ce soir justement une trentaine de dirigeants d'entreprises, je le disais, Total, EDF, Engie, pour une séance justement de travail à la veille de cette PPE. Il y a aussi des enjeux, des objectifs différents en fonction du point de vue. Oui, il va donc recevoir ses chefs d'entreprise, je pense que c'est en cours actuellement. Et l'objet de la réunion, c'est justement de voir quelles sont les politiques industrielles qu'on peut mettre en œuvre à l'occasion de cette transition énergétique et pour lesquelles nous avons de plus de très grandes possibilités d'exportation. Donc le savoir-faire français
dans les énergies renouvelables, il est reconnu dans le monde entier. Et nous avons des entreprises extrêmement performantes. Pas seulement les grands groupes que vous venez de citer, qui sont bien adhérents de mon syndicat, mais il y a également donc, tout un tissu de PME et de TI qui sont très performantes dans le secteur des énergies renouvelables et qui sont, pour certaines, également invitées à cette réunion par le président de la République. Oui. Est-ce que l'autonomie énergétique de la France sera remise en cause à l'occasion de cette PPE ? L'objectif de la PPE, c'est d'augmenter notre autonomie énergétique. C'est donc d'abord de réduire notre consommation de combustibles fossiles et puis de rééquilibrer donc l'ensemble du mix au profit des énergies renouvelables qui sont des énergies locales et qui sont produites avec des emplois non délocalisables, donc tout au profit donc de notre autonomie à la fois énergétique et économique. Ouais. Est-ce qu'il faut des objectifs chiffrés sur le nucléaire et des dates de fermeture précises selon vous pour avoir une bonne visibilité de cette feuille de route justement ? La PPE, plus elle sera précise et plus elle sera crédible. Et pour nous, c'est extrêmement important pour les industriels des énergies renouvelables d'avoir une PPE crédible parce que c'est ça qui va conditionner la programmation de leurs investissements. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des chiffres précis sur chacune de nos filières jusqu'à l'horizon 2024, oui, qu'on ait une programmation des appels d'offres, qu'on ait une trajectoire pour le développement du fonds chaleur de l'ADEME, qu'on ait également donc une reconnaissance de la trajectoire de la contribution climat-énergie, donc la taxe carbone dont parlait le sénateur tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça que nous attendons dans la PPE, et plus ce sera précis et plus ce sera crédible. Bien, merci à vous Jean-Louis Bal d'être venu sur ce plateau. Il ne s'était pas exprimé depuis 2 semaines et l'annonce des premiers arbitrages sur la réforme des retraites. Pour sa première audition au Parlement, Jean-Paul Delevoye est venu au Sénat ce matin pour répondre aux inquiétudes des parlementaires sur les difficultés soulevées par la mise en place d'un système à points, âge de départ, niveau des pensions ou encore équilibre financier de la future réforme. Samia Dechir. Les pistes de la réforme des retraites sont déjà connues. Jean-Paul Delevoye les a dévoilées aux partenaires sociaux il y a 2 semaines. Auditionné ce matin par la Commission des affaires sociales du Sénat, il n'a rien dévoilé de nouveau. Je comprends bien que l'habitude qui consiste à dire « vous avez décidé quoi ?» Eh bien, j'ai simplement décidé d'engager le dialogue avec un objectif très clair de mettre en place un système universel. Les discussions vont se poursuivre pendant 6 mois, mais certains points sont déjà actés. Le futur système de retraite sera le même pour tous les Français. Dans ce système par points, 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous et l'âge minimum restera fixé à 62 ans. Cela donc implique une disparition des 42, je crois, systèmes de retraite pour converger vers un système unique. Alors effectivement, c'est quelque chose que tout le monde appelle de ses voeux depuis bien longtemps, mais que personne n'osait faire. Et c'est un vrai défi, un vrai challenge. Voilà pour les grandes lignes, mais après l'audition, les sénateurs restent dans l'expectative. Dans ce futur système de retraite par points, aucun travailleur ne peut pour l'instant savoir si le montant de sa pension risque de diminuer. On ne pourra pas juger tant qu'on ne saura pas comment sera calculée la valeur du point, par qui elle sera calculée, à quel moment elle sera éventuellement revisitée. Le calcul dépendra en effet de la forme de gouvernance qui sera retenue pour le futur système des retraites. Autre incertitude, comment seront financées les périodes d'interruption d'activité comme le chômage ? La plupart des questions ne sont en réalité pas encore tranchées. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Monique Lubin, bonsoir, merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste des Landes. Céline Brulin est également avec nous, bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime. Jean-Marie Vanlerenberghe est avec nous également, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Vous êtes le rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Et puis René-Paul Savary est également avec nous, bonsoir, sénateur LR de la Marne, vice-président de cette même commission. Est-ce que Jean-Paul Delevoye a répondu à toutes vos questions ce matin, René-Paul Savary? Écoutez, il a répondu à un certain nombre de questions et on voit que les choses avancent en ce qui concerne cette réforme systémique. Mais plus on avance, plus il y a des solutions, mais plus ça crée de problèmes. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses encore à régler et c'est tout à fait normal au stade
où l'on est de la concertation. On ne sait toujours pas effectivement comment seront calculées derrière la valorisation des retraites, la gouvernance, quel va être le régime juridique de ce régime universel, etc. Il y a encore de lourds problèmes à régler. Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Monique Lubin, on vous a vu notamment intervenir sur cette question du niveau des pensions de retraite. Est-ce que vous avez eu des réponses ce matin ? Alors, nous n'avons pas eu de réponse ce matin, mais nous ne pouvons pas en avoir. Et en ça, nous n'en tenons pas rigueur. Je pense que nous sommes à peu près tous d'accord ici au commissaire que nous avons entendu ce matin, parce que nous sommes au début du processus. Moi, ce que j'ai dit, c'est que M. Delevoye avait levé un certain nombre de doutes sur le maintien des mécanismes de répartition, des mécanismes de solidarité, merci, et sur la retraite par répartition, sur l'âge de départ à la retraite. Mais moi, j'ai envie de dire que tout reste à faire, puisque le niveau des retraites, on le connaîtra quand on saura comment tout ça sera gouverné, et notamment quelle sera la valeur du point. Et pour autant, certains disent que le gouvernement a déjà finalisé cette réforme, que tout est arrêté malgré la concertation et la méthode participative lancée par Jean-Paul Delevoye. Céline Brulin. Pas forcément finalisé, mais on voit que ce qui sous-tend cette réforme, c'est effectivement le système par points, avec une valeur du point qui n'est pas garantie. Et donc, à la différence d'aujourd'hui, les futurs retraités ne sont pas en mesure de savoir quel sera le montant exact de leur retraite, avec même la possibilité que la valeur du point soit revue et non indexée sur l'augmentation du coût de la vie. Les retraités actuels font déjà cette douloureuse expérience. Et puis également des inquiétudes autour de l'âge de départ à la retraite sans décote, puisqu'il y a cette question de l'âge pivot, mais qui montre et qui inquiète beaucoup aussi sur le fait que peut-être que l'âge de départ légal de la retraite ne sera pas touché, mais que la question c'est avec quel montant de retraite les gens pourront accéder à ce droit. Et là, les choses sont effectivement beaucoup moins claires. Jean-Marie Van Arenberg, qu'avez-vous pensé de cette audition ? C'était la première au Parlement de Jean-Paul Delevoye depuis justement les arbitrages présentés aux partenaires sociaux il y a 2 semaines. Oui, bien sûr, c'est la première, mais pour nous, René-Paul Savary et puis moi, nous sommes en contact permanent avec le haut-commissaire, puisque la commission a décidé de créer justement une mission spéciale d'information sur les retraites. Je rappelle que le Sénat s'est prononcé déjà il y a fort longtemps sur une réforme systémique, donc on emboîte le pas. Mais, comme vous l'avez bien dit, chers collègues, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si on veut réellement qu'il y ait une concertation avec tous les acteurs concernés, les partenaires sociaux, les partenaires, les salariés bien sûr, et aussi le patronat, si on veut qu'il y ait une concertation avec le Parlement, il faut bien en procéder comme il le fait, c'est-à-dire par une longue période d'incubation, si j'ose dire. Et c'est, je crois, indispensable pour une retraite, pour une réforme, pardon. Il n'emploie pas d'ailleurs le terme réforme. Il dit c'est une refondation complète du système de retraite, toujours par répartition, mais une refondation complète pour un système universel qui répond à des exigences d'équité et de justice. Je crois que ce matin, le haut-commissaire a bien rappelé quelle était la vision du gouvernement, et la sienne aussi, dans cette affaire. Et je pense qu'elle répondait pleinement aux Équité, attentes justice, de mais la il y a des Commission. inquiétudes notamment sur les garanties, sur les mécanismes de solidarité, notamment en cas de période de chômage, par exemple. Tout à fait, mais il y a aussi, par rapport à ce que préconisait le Sénat, un certain nombre de choses à régler. Ces 3 plafonds de sécurité sociale qui sont retenus pour les cotisations. Par rapport à un âge de 62 ans, un âge minimum légal, le Sénat proposait plutôt, lui, un recul de l'âge pour faire un équilibre de la retraite. Parce qu'il y a 3 leviers sur lesquels on peut jouer. Les cotisations, 28%, on n'y touche pas. L'âge minimal, 62 ans, on n'y touche pas. Donc il n'y a plus que le levier des niveaux des pensions. Ça, c'est encore des choses qui devront être éclaircies de façon à ce qu'on offre la garantie. Si on ne touche pas l'âge légal de départ à la retraite et le taux de cotisation, le système n'est pas financé, c'est ce que vous nous dites. Il faudra bien garantir un montant de retraite aux futurs retraités. C'est la raison pour laquelle tous ces dispositifs sont encore à l'étude, puisque ça, il faut le chiffrer, il faut l'estimer, il faut l'évaluer. Maintenant, il y a les principes qui sont établis. Derrière, il y a un certain nombre de réalités qui sautent aux yeux et qu'il faudra régler. Donc, il faut laisser le temps Mais effectivement, précisément, pour on régler. pourrait tout à fait organiser la concertation
mais à partir d'un autre principe, d'un autre parti pris, qui serait d'aller chercher de nouvelles ressources, parce que là-dessus tout le monde est d'accord, pour financer les retraites de demain. On a aujourd'hui une économie qui est particulièrement financiarisée, et il y a des sommes colossales qui échappent à toute cotisation. Eh bien, pourquoi ne pas, en conservant le système de retraite par répartition, mettre à contribution ces revenus financiers? Il y a aussi la meilleure manière, je crois, de financer la protection sociale, c'est de créer de l'emploi. On sait, par exemple, que dans les EHPAD, où il a été beaucoup question de manque de personnel ces temps-ci, il y a une unanimité aujourd'hui pour dire qu'il faut recruter, en gros, un agent pour un résident. Eh bien, il y a là des milliers d'emplois à créer et de nouvelles ressources pour financer les retraites. On échappe là complètement au sujet. On n'est plus du tout dans le sujet des retraites, soyons sérieux. Il s'agit, on a une enveloppe. Elle représente environ 14% du PIB. Il n'est pas question, effectivement, de toucher à cette enveloppe. Et le haut-commissaire nous l'a rappelé, son objectif, c'est même de maintenir, autant que faire se peut, et même d'augmenter la pension. Et on peut parfaitement, c'est une question simple en termes d'arithmétique, hein, on peut parfaitement, avec une croissance qui continue à prospérer. C'est pas du tout le sentiment qu'ont eu les syndicats, mais la CGT a estimé que le futur système pourrait faire baisser, je cite Catherine Perret, le niveau des retraites à un niveau proche du seuil de pauvreté. Je pense le contraire. Mais non, mais c'est faux, c'est complètement faux. Moi, je pense qu'actuellement, personne ne peut répondre à cette question. Personne ne peut dire ce qu'il en sera d'un futur régime de retraite et du futur niveau de pension. Et c'est bien là le problème. Et j'insiste un peu par rapport à ce que j'ai dit ce matin à M. Delevoye. La concertation avec les partenaires sociaux, elle sera primordiale. Parce que... C'est ce qu'il fait. Oui, c'est ce qu'il fait, mais pour l'instant... n'ont été abordés, j'ai envie de dire, que des grands principes. Alors, les grands principes, c'est l'âge de la retraite auquel on ne touche pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. On n'est pas là pour en débattre. Les grands principes, mécanismes de solidarité, je pense que si de toute façon, ces principes-là n'avaient pas été affirmés d'entrée, la concertation était plombée. Donc il était absolument... Le dossier est explosif, bien sûr, mais bien sûr, il était absolument nécessaire pour le gouvernement de faire annoncer ce genre de grands principes. Mais derrière, moi je suis désolée de dire que, d'accord, on sait ce qu'est un régime à points, nous avons des régimes complémentaires qui sont des régimes à points. Excellemment bien gérés d'ailleurs. Nous savons comment ils fonctionnent, très bien, mais... Quelle est la garantie pour demain? Quelle sera la valeur du point? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les mécanismes de solidarité? Comment allons-nous financer à l'avenir ces mécanismes de solidarité quand on voit quand même qu'aujourd'hui... par exemple, on sait que des points seront accordés pour chaque enfant dès le premier. Oui, mais quelle sera la valeur du point? Qui en décidera et qui gouvernera? Pour moi, c'est capital. Les régimes, excusez-moi, mais les régimes par points existent. Et ils ont pris quand même des réformes paramétriques. Vous prenez le plus gros, l'Hergé Carco, il a bien été obligé à un moment de le faire. Ce qui veut dire également, et c'était l'objet de notre rapport, on n'échappera pas à un certain nombre de mesures paramétriques, même dans cette réforme dite systémique du système. Mais c'est en avançant qu'on saura exactement ce qu'il en est. Et puis, derrière, il faut quand même rester serein, puisque se pose la fiscalité des retraités. Vous pouvez toujours avoir un bon niveau de pension. Si vous les matraquez sur le plan fiscal, ils n'ont rien gagné en pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte et ça doit s'afficher si on veut regagner la confiance de nos concitoyens. Parce que passer par points pour un machin, c'est de la répartition. Gagnons la confiance, mais soyons vraiment, je dirais, sérieux, c'est pas le bon terme, mais clair par rapport à un certain nombre de dispositions. Et c'est cette clarification qui va être amenée, je pense, par le haut-commissaire au fil des mois, parce qu'effectivement, le chantier est en cours, il n'est pas encore achevé. Si les Français ils sont à moins de 5 ans de la retraite aujourd'hui, avant le vote de la loi en 2019, ils ne seront pas concernés par cette réforme. Absolument. Aucune incidence sur les retraités, nous dit le gouvernement, Jean-Marie Van Neurenberg. Écoutez, je pense tous les droits que, seront garantis. Si vous voulez, nous appartenons au COR, Comité d'orientation des retraites. C'est l'organisme le plus indépendant qui évalue de façon prospective l'avenir de nos retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'à l'horizon 2035-2040,
ces retraites ne sont pas garanties. L'équilibre n'est pas garanti. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle, effectivement, on fait cette réforme, mais il faudra bien quand même, il l'a réaffirmé, maintenir l'équilibre du système. Ça veut dire quoi, Jean-Marie Van Donc, comment maintenir cette l'équilibre réforme, du elle système ne va pas justement être suffisante? Il faudra une nouvelle réforme dans 2 ans, faut pas raisonner comme ça. Si vous me permettez un instant, il y a une enveloppe. Elle représente aujourd'hui précisément 13,8% du PIB. 316 milliards. Voilà. On n'y touche pas. Sauf à la voir croître avec la croissance. C'est ce qui a été affirmé. Et je dirais que je ne vois pas personne aller contre cette affirmation. Donc, tout le problème, ça va être comment on répartit, puisqu'il s'agit effectivement de faire cotiser des actifs, pour donner une pension qui soit au moins égale à celle qu'ils avaient, ou qu'ils ont aujourd'hui espérée. Et ça aussi, il y a une garantie. Donc je ne vois pas aujourd'hui quelle serait l'inquiétude pour les actifs d'aujourd'hui qui espèrent une retraite demain, quelle pourrait être l'inquiétude. Il y a des engagements, sont des lignes de force qui me paraissent, moi, indispensables d'ailleurs, pour mener à terme une négociation. Oui. Mais vous dites, chers collègues, voilà le cadre, nous n'y touchons pas. Moi, je pense, au contraire, qu'il faut aller chercher de nouvelles ressources pour les raisons que vous avez vous-même évoquées, c'est-à-dire qu'on a un problème d'équilibre aujourd'hui des retraites. Il faut aller chercher de nouvelles ressources. La question de société face à laquelle on est, c'est dans quelle poche allons-nous chercher ces ressources? Et je constate qu'on est quand même dans un mouvement de la société où les actifs d'aujourd'hui vont changer de métier au cours de leur carrière, où, on le sait, il y a malheureusement un chômage de masse important, où il y a parfois malheureusement aussi des accidents de la vie. Et aujourd'hui, quand même si j'entends que le travail de concertation doit se poursuivre, il y a de grandes inconnues par rapport à ces périodes de la vie. Vous voulez faire entrer des ressources financières. Ça me semble indispensable et possible. Chaque groupe politique a ses propositions, mais cet équilibre financier, vous dites que justement il faut toucher à l'âge de départ pour pouvoir assurer le financement du système, de ce système par points. On y a déjà touché en réalité. On y touche, mais bien sûr. C'est déjà fait, puisque pour partir avec une retraite complète au jour d'aujourd'hui, il faut un certain nombre de trimestres qui font que l'âge moyen va être à 63, Donc la proposition du gouvernement n'est pas tenable. Je pense qu'il faut revoir ce dispositif. Pourquoi? Parce que c'est toujours avec les 3 points. Celui qui a des cotisations élevées aura une retraite élevée. Il peut se permettre de partir à 62 ans sans avoir la totalité de sa retraite. Absolument. Celui qui a une cotisation basse aura une retraite basse. Il ne pourra pas, s'il y a une décote à 62 ans, partir à 62 ans. Il faut lui dire. C'est pour ça que je pense que l'âge minimum, on est obligé de fixer ou un âge plancher ou un âge pivot. Mais je pense que le 62 ans mérite d'être revu parce que sinon, il y a un problème d'équilibre. Mais ça, c'est au cours des mois qui vont venir qu'il faudra voir avec les simulations comment s'équilibre. Le gouvernement revienne sur cette question de l'âge légal à 62 ans. À mon avis, pas dans l'immédiat, puisque, je le répète, ce sera certainement un sujet épineux. Voilà. Mais moi, j'aimerais quand même que... là, on est dans un débat politique, certes, un peu technique, même si on évite les uns et les autres d'aller trop dans le technique, mais quand même, quand on parle de pensions correctes, d'un nombre d'annuités correctes et ainsi de suite, on pense toujours au recul de l'âge de la retraite. C'est toujours la variable d'ajustement. Je voudrais quand même qu'on rappelle que dans ce pays, il y a des gens qui ont des métiers difficiles. Bien sûr. Des gens qui perçoivent des petits salaires et que ce sont toujours eux les premières victimes des reculs consécutifs de l'âge de la retraite. Enfin, il y a une longévité incontournable. J'espère qu'on ne touchera pas déjà au dispositif carrière longue et j'espère qu'on aura en compte toujours cette vision quand même un petit peu humaine et pas toujours comptable des choses. Et je sais que l'allongement de la vie est souvent un argument dans le système à points, les interruptions d'activité, justement comme le chômage, l'invalidité ou la maladie seront bien plus sur des mécanismes de solidarité. C'est beaucoup plus facile à prendre en compte que dans le système actuel. Je voudrais terminer là-dessus. On nous parle toujours du recul de l'âge de la retraite.
retraite comme étant c'en est un, c'est un paramètre. Voilà, c'est un paramètre, mais ça ne peut pas être le seul. J'aimerais quand même... Surtout quand on a un niveau de chômage parmi la jeunesse qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes allé en Suède, au Danemark, en Allemagne, justement. Oui, mais on a vu les systèmes... ça ne pose pas de problème. En Suède, par exemple, ils reculent l'âge de la retraite, ça ne pose pas de problème, mais ils ont un bien-être au travail qu'on ne connaît pas enfant. Mais ce n'est pas le seul paramètre. Il faut prendre en compte ces spécificités. Le tout, c'est de trouver la conversion entre les acquis aujourd'hui qui sont garantis. Il faut quand même dire les choses. Les acquis sont garantis. Il faut les transformer en points, puis après, le nouveau régime s'applique. C'est ce qu'on a compris dans le système de conversion. On ne peut pas oublier la solidarité, il faut être clair. Et il y a des préoccupations, il y a des spécificités. Il faudra en tenir compte. Chiffre. Mais le système par points permet de le faire. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faudra avancer dans la discussion. Il y a 20%. Je vois qu'il y a des défenseurs de ce système par points qui veulent même encore aller plus loin, puisqu'ils veulent retarder l'âge de la retraite. Enfin, moi, je constate qu'il y a aujourd'hui beaucoup de nos jeunes qui sont en situation de chômage, y compris parmi des jeunes diplômés, voire très diplômés. Et donc, ça me semble au contraire une très mauvaise idée de reculer l'âge de la retraite. Il faut au contraire qu'on puisse entrer les nouvelles générations dans l'emploi. Les stages pourraient être pris en compte. On peut discuter comme ça à l'infini. Piste du gouvernement. Les stages pourraient être pris en compte, justement. Mais attention, plus on prend de solidarité, plus il y a un coût. Faisons attention. Il y a 1000 questions. Il y a 1000 questions qui devront être réglées. Il y a des petites questions, mais importantes, parce que ça touche à l'humain. Bon. Et puis, il y a des grosses questions. Il y a effectivement l'âge de départ à la retraite, le montant de la pension, comment effectivement on va gouverner le système, comment il va être piloté. Voilà, ça c'est les grandes questions. Alors, de grâce, trions un petit peu. Et ne mélangeons pas tout pour dire c'est un système impossible à gérer, etc. C'est pas vrai. C'est pas que c'est impossible à gérer. Écoutez, l'exemple est devant nos yeux. La GIR-Carco, tout le monde y cotise, par point. C'est payé par point. C'est extrêmement bien géré. Il y a même 60 milliards de réserves. Les partenaires sociaux qui le gèrent, c'est paritaire, ont pris des mesures de sauvegarde courageuses, en créant d'ailleurs ce que vous refusez absolument, vous aussi d'ailleurs, on n'est pas du tout favorable, mais un âge pivot qui est différent, c'est 63 ans, qui est pour 3 ans, c'est pour 3 ans, dispositif pour rétablir l'équilibre. Là encore, Jean-Paul Delevoye a balayé cette hypothèse. Je veux dire, il a balayé cette hypothèse, mais je veux dire, ce sont les partenaires sociaux qui ont pris cette mesure, montrant qu'ils étaient en capacité de responsabilité pour gérer un futur système. Faisons confiance aux partenaires sociaux et faisons confiance aussi aux politiques que nous sommes pour gérer de manière responsable l'équilibre de ce futur système. C'est le patronat qui pourrait demander cet âge pivot, justement, le MEDEF, pour inciter les gens à travailler plus longtemps, René-Paul Savary. Le gouvernement, comme ça, se dédouane en quelque sorte. Oui, mais il faut faire attention. Entre âge minimum et âge pivot, ça ne change rien sur le compte global. Les choses sont claires, il y a des études, ça ne change rien. Simplement, ce qu'il faut, c'est assurer à nos concitoyens une retraite décente. Voilà. Et on voit bien qu'avec l'allongement de la vie, l'âge de 62 ans, c'est vraiment l'âge minimum de minimum. Donc c'est normal qu'on se pose la question. Mais maintenant, il y a un tas de spécificités, il y a d'autres critères. Les cotisations à 28%, il faudra trouver l'harmonie. Il faut régler le problème des indépendants, parce que du jour au lendemain, on ne va pas aller à 28%. Il faut régler la part de l'État en ce qui concerne les fonctionnaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les cotisations dites patronales de l'État, c'est 74%. Comment demain, ils vont repasser à moins de cotisations, etc. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui nous permettront, lorsqu'ils sont réglés, de dire aux gens véritablement quelle retraite ils vont avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas, il faut écarter aucun paramètre. Alors, même dans cette réforme on arrive au terme de ce débat. Soyons rapidement pour conclure. Mais de fait, aujourd'hui, changer le système en ne s'appuyant plus sur les années où le salaire a été le meilleur pour les salariés, de fait, ça conduit à une diminution des pensions. Or, on voit que dans notre pays, il y a aujourd'hui de nombreux retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des retraites faibles, je pense notamment aux femmes. Et je pense que ce système risque... La masse des retraites restera la même. Alors, ce que vous dites, c'est que peut-être il y aura une répartition un peu différente. Et ce qui est prévu, et ça dans les ateliers auxquels j'ai participé, ça a été évoqué,
c'est qu'actuellement, il y a 20% de nos contributions, de nos cotisations qui vont à la solidarité. Allez, Monique Lubin, un 30 Eh bien, il faudra continuer. Allez-y, Monique Lubin. Ma conclusion sera de dire que, à mon avis, nous ne sommes qu'au début. Voilà, nous n'avons encore rien vu. Moi, je ne veux pas être suspicieuse par nature, mais j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience le contenu des négociations qui auront lieu avec les partenaires sociaux. Ce qui nous a été présenté pour l'instant est assez sibyllin et lisse, j'ai envie de dire. Par contre, j'attends de voir la suite. La copie du gouvernement. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Et à demain 14h pour les questions d'actualité au gouvernement en direct.